Cette maladie, en fait, il faut accepter de rien savoir. Tu sauras jamais ce que ton gamin il sera après la réa, après la néphro, après le traitement, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans. C'est particulier en même temps, c'est tellement, il apporte tellement de bonheur, ce gamin. Il est vraiment là pour aider les autres, lui aussi, hein. Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 42 ans. Je suis la maman de 2 enfants, un de 22 ans, Kevin, et d'Eléo, qui est cérébrolésé. Bonjour Bénédicte, bienvenue, tu rentres? Bah, on était bien, on venait d'emménager à Clarée, dans la nature, avec les vignes, un lac, etc. On avait plein de rêves, toutes les deux. On devait voyager, partir au Japon pendant 3 semaines. Tout allait bien, je travaillais de la maison. J'étais responsable des appels d'offres, de gros appels d'offres pour Dell, les ordinateurs, voilà. Donc je travaillais avec des grosses boîtes comme Total, Airbus. Ma fille Ève a commencé à être paralysée bras droit. A commencé à avoir des problèmes, à plus arriver à s'asseoir. J'ai dû la déscolariser. On allait à l'hôpital, au centre de la douleur, parce elle était vraiment en douleur hyperesthésique, on ne pouvait pas la toucher. Elle ne pouvait plus rien porter, elle mangeait plus rien, elle avait un goût bizarre dans la bouche, voilà. Et elle avait des soucis avec la lumière, avec le bruit, très sensible. Et on ne trouvait pas. Et le 10 mars 2022, elle a fait une crise d'épilepsie qui l'a cérébrolésée à 80%. Aujourd'hui, elle est handicapée mentale à 80%. Elle a fait ce qu'on appelle une encéphalite. Une encéphalite, c'est comme une très très grosse méningite en fait. Ça arrive à un Français tous les 5 ans, en tout cas dernière statistique France, tout âge confondu, et peu de gens s'en sortent déjà vivants. Ceux qui s'en sortent, ils finissent souvent en psychiatrie parce qu'ils sont pris pour des schizophrènes. 2,5% de la population, notamment sur la tranche des adolescents, retrouvent leur conscience, finissent avec des handicaps multiples, hein, chaque encéphalien est différent. Et de ces 2,5%, 0,5% arriveront à avoir une vie quasi normale avec un suivi hyper pointu 10 à 20 ans après. Voilà. D'ailleurs, j'ai des très beaux témoignages, notamment de 2 dames, une à Paris, une à Grenoble. Celle de Grenoble, elle voulait devenir pédiatre avant son encéphalite qu'elle a eue à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, elle est pédiatre. Elle aura mis 10 ans de plus en médecine que quelqu'un de neurotypique. L'encéphalite, c'est vraiment une maladie compliquée dans le sens où on retrouve son enfant, mais c'est plus du tout le même enfant en fait. Il a fait 2 encéphalites, une du coup au mois de mars et une fin avril. Auto-immune, c'est-à-dire que en fait, ça a commencé par un herpès qui était dans son ventre, donc on le voyait pas parce qu'elle n'a jamais fait de bouton de fièvre ni rien. Et l'herpès est monté au cerveau, et la deuxième fois, en fait, c'était son corps qui produisait l'herpès. Donc du coup, on a eu le droit à un traitement qui existait que depuis 2 ans, donc dit encore expérimental. Et là, elle a retrouvé sa conscience, mais elle n'arrivait plus trop à parler, elle savait plus manger, elle savait plus les mots ne venaient plus, elle hurlait en permanence. J'ai un copain urgentiste qui m'avait prévenu en disant Karine, il va falloir que tu sois forte parce que là, cette maladie, en fait, il faut accepter de rien savoir. Tu sauras jamais ce que ton gamin il sera après la réa, après la néphro, après le traitement, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans. Donc vivre au jour le jour. Et donc, il faut accepter de faire le deuil de l'enfant qu'elle était avant, avec ses rêves, sa façon de parler, ses ambitions, ses défauts, ses qualités, pour accepter du coup ce nouvel enfant. Et ça, c'est vraiment pas facile parce qu'on a le même corps.
et qu'on le voit tous les jours en fait. Donc ouais, le deuil m'a pris beaucoup de temps, mais du moment où je suis arrivée à l'accepter, j'ai été beaucoup plus patiente et tolérante avec Eléo. Ma fille, depuis petite, avait déjà une dysphorie de genre, hein. Elle s'est toujours habillée comme un garçon, elle a toujours été garçon manqué, et cetera. Et quelques mois avant, la crise d'épilepsie, elle avait décidé de devenir, à l'époque, Math. Elle m'avait dit: «Je vais m'appeler Math». J'ai pas trouvé encore un autre prénom qui me plaît plus. Mais voilà, elle s'était coupé les cheveux et donc c'était la naissance de mon fils à ce moment-là. Moi, je connaissais rien du tout sur tout ce qui était transgenre et tout ça, donc j'ai beaucoup appris. Et elle avait un programme dans sa tête assez mature. Je fais pas d'opération avant 22 ans. De toute manière, il y a 2 ans de psychiatrie avant. Donc je ne ferai pas ma transformation avant mes 18 ans. Mais c'était très lourd à porter pour elle parce que voilà, une dysphorie de genre, ça touche toute la famille. C'est pas la sexualité ou voilà, c'est assez personnel en fait. Donc elle a beaucoup lutté avant de pouvoir le matérialiser et le sortir, mais du moment où elle a sorti, bizarrement, son bras a commencé à aller mieux. Donc tout allait bien avant la crise d'épilepsie en fait, qui a été la fin de Ève en tout cas. Donc aujourd'hui il s'appelle Eléo, il va avoir 16 ans. Nous avons passé 8 mois et demi à l'hôpital. À chaque fois qu'on lui donnait un antibiotique ou un médicament, il avait des effets secondaires négatifs. Donc voilà. Mais je suis devenue hyper calée sur tous les psychotropes et tout ce qui est médicamenteux. Il n'existe pas de traitement. Et donc, quand il a repris sa conscience, bah, ça ressemble vraiment à la schizophrénie. Retour d'AVC, hein, parce que la personne ne sait plus parler, ne sait plus manger, ne sait plus utiliser ses membres, ne sait plus aller aux toilettes, ne sait plus rien faire. Donc un bébé dans un corps de grand. En plus, moi, en 9 mois, il y a eu l'adolescence et la puberté, donc tout plein de changements. Alzheimer, puisqu'il a une mémoire courte à 2 minutes. Voilà, spectre autistique, spectre Asperger. Enfin bon, j'ai lu sur toutes les maladies mentales possibles et inimaginables. Je me suis beaucoup documentée. En même temps, à l'hôpital, j'avais un peu que ça à faire. Et voilà, puisqu'il dormait beaucoup en journée, il dormait pas la nuit. Donc la nuit, on était souvent dehors, surtout du moment où on a eu le siège roulant. Pas d'orthophoniste, donc c'est moi qui ai pris des cours et qui ai fait de l'orthophonie. Pas de kiné, donc c'est moi qui lui ai fait sa rééducation, un pas après un autre, voilà. Et puis il s'est mis à courir assez vite, donc on a vu que le côté moteur, il n'y avait pas de souci. À rejouer au ping-pong, et puis après, à la fin, ils en avaient marre de nous. Moi, j'avais une équipe qui arrivait, donc d'éducateurs spécialisés, etc. Parce que j'ai bien compris qu'en France, quand l'enfant est malade, si on ne fait pas le dossier de la maison des handicapés MDPH assez rapidement, on nous balance à la maison et c'est débrouille-toi avec ton gamin handicapé sans aide, sans rien. Et donc, on nous a promis un IME, institut médico-éducatif, avec des gens pour s'occuper des Léos et tout, pour que je puisse souffler. Et finalement, on nous a envoyés en psychiatrie à la Colombière, où une dame m'a dit: «Vous me le laissez, vous partez». Je dis: «Non, non». Et en fait, c'était un centre qui s'appelle l'UCAP, centre d'adolescents suicidaires, où les messages s'étaient pas passés entre les patrons. On devait avoir une aile pour nous, l'accès au jardin, et on pouvait sortir. Et en fait, non, on a été enfermés, sans couche, sans vêtements. On m'a enlevé mon téléphone, on m'a enfermé de pièce en pièce, j'ai dû aller voir un psychiatre. Je suis restée 20 jours comme ça à me nourrir d'une pomme et à m'habiller dans les vêtements souillés de mon fils, et mon fils souillé tous les jours. Voilà. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne qu'on était vraiment là pas par erreur, mais qu'on était invité et pas en psychiatrie. Et que mon équipe arrive et que je puisse, du coup, au 1er septembre, rentrer à la maison, changer tout ce qu'il y avait à faire à la maison. Parce qu'avec les obsessions alimentaires et le fait qu'il avait très peur, il fuyait beaucoup, il faisait énormément de crises, jusqu'à une vingtaine par jour, de crises dites autistiques. Donc avec une force, une violence. Ensuite, il s'en rappelait pas, il pleurait, il s'en voulait, il se tapait. Donc il y a eu un travail énorme. Puis j'étais toute seule.
Du coup, heureusement, je me suis bien entourée. On a commencé à pas beaucoup et à la fin, j'ai fini, grâce à Solange Colas, la fondatrice de Haltepousse, qui est venue me voir en juillet, non, en août, j'ai pleuré, je pleurais. Je lui disais: J'en peux plus, il me faut des éducs spécialisés». Elle me dit: «On n'embauche pas, mais on va faire quelque chose pour vous, Madame Lefranc». Grâce à elle, j'ai pu embaucher 22 personnes cette année et grâce à Haltepousse, j'ai pu, souffler, me remettre à dormir, m'alimenter parce que j'avais perdu 27 kilos et reprendre un petit peu, mon boulot numéro 2. Alors moi j'ai un boulot passion, pendant des années, chez Dell, j'ai utilisé du coup, tous les outils mis à disposition. J'ai toujours été très développement, personnel et puis, à l'époque, j'étais quand même mariée, on avait 2 enfants et 2 enfants, donc j'étais à la tête d'une famille de 6. Tous, un peu HPE, HPI, avec beaucoup de sensibilités particulières et cetera. Donc j'ai passé mon diplôme en aromathérapie, j'ai fait 3 ans pour la naturopathie. Alors c'était pas pour en vivre, hein, c'était vraiment pour moi et les enfants et moi. Et ensuite je me suis lancée dans tout ce qui était spirituel, donc j'ai passé mes degrés de Reiki, j'ai appris le Douyin, le FT, le Theta Healing. Enfin, à chaque fois je m'offrais 3 à 4 formations par an. Du coup, en off, j'ai ouvert un local, enfin je sous-loue un local à Saint-Mathieu-de-Tréviers, où je suis coach en transformation et facilitatrice de guérison. Et ça a commencé à bien marcher, surtout avec l'hypnose spirituelle et maïeutique qui est sans suggestion. Et donc du coup, tu pars en voyage, c'est un super outil. Et tu t'auto-guéris en fait de ce que tu dois guérir à ce moment-là. Mixé avec le Theta Healing, ça donne quelque chose sur les croyances qui est vraiment bien quand on a des soucis ou des blocages dans la vie, que ce soit personnel ou professionnel. Donc voilà, je fais aussi des retraites spirituelles, des chants, des cercles de femmes. Là, au mois de mars, je lance l'art-thérapie tapas à Claré, dans le bistrot qu'il y a, les mercredis soirs. Ça, c'est mon côté très nature, peinture. Avant, j'étais Valkyrie. Maintenant, je suis plus guérisseuse. J'ai appris tellement de choses avec la maladie. Alors, le bilan pour Eléo est plus que positif. On est arrivé, il avait 2 ans d'âge mental. Aujourd'hui, ça y est, il arrive à ses 15 ans réels. Donc maintenant, c'est les potes, les sorties. Ça y est, il va enfin au cinéma et il tient 1 heure. Bon, il faut des pop-corn. Il n'y a plus d'obsession alimentaire parce que j'ai dû me battre pour arrêter les psychotropes, etc. Donc la maison, la cuisine n'est plus fermée à clé. On peut avoir des vraies discussions. Il sociabilise, bon, il connaît pas encore tous les codes, mais il sociabilise. Il a les mots, il a les discussions, il a les envies, ses rêves sont revenus. Donc le bilan pour Eléo est top. Le bilan pour nous, ça a soudé la famille. Tout le monde nous a aidés, même si on se sent vraiment seul dans ce genre d'aventure, on va dire. Vraiment, ça a amélioré la qualité de la communication. Tout le monde a pris une dose de résilience et de patience et de « waouh, je vais vivre à 400% » parce que vraiment du jour au lendemain, tout peut être fini. Le bilan financier pour moi est très très lourd. Donc je suis en arrêt maladie pour Dell. Heureusement que j'ai encore mon salaire. Mais le bilan financier a été... Voilà, parce que en fait, les aides, elles arrivent qu'après. Et encore, il n'y a pas tout. Donc tous les frais kilométriques, les restes à charge sur la nuit, les dimanches... il n'y a pas de structure, donc il faut bien payer des cours de médiation équine, des cours de judo, des cours de gym douce, des cours d'art-thérapie, des cours de... Voilà. Donc voilà, plus en plus avec toutes les crises, tout ce qu'il a cassé dans cette maison qu'il a fallu refaire, plus adapter la maison, ouais, financièrement, financièrement et moi intimement, moi j'ai mis ma vie entre parenthèses, moi ça fait 2 ans et demi que je mets ma vie entre parenthèses, donc voilà, plus de sorties, les amis savent plus trop quoi dire, donc ils appellent plus, on n'a rien à raconter de spécial, on est moins intéressante, on est plus nourri. Voilà, mais Kevin a tout arrêté pour venir m'aider en février dernier, là il veut reprendre sa vie. Ma mère a arrêté tout pendant 1 an aussi, Dieu merci, elle a repris sa vie à Bordeaux.
Voilà, on est sur la bonne voie, mais il manque encore un peu. Et puis j'ai récupéré ma chambre. Parce que moi, faut savoir que pendant un an, j'étais dans un van. J'en ai tellement marre d'être à l'hôpital, parce que j'étais claustrophobique et j'avais une peur panique des hôpitaux. Donc la maladie m'a beaucoup aidée à travailler les deux. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà. Donc j'ai matérialisé, j'ai demandé un van. Et puis un jour, j'ai vu une annonce d'un Johnny 2. Donc j'ai appelé la compagnie et puis ils me disent il est à vendre. Je dis mais je vous l'achète. Et il me dit quand? Je dis je sais pas. Donc là je manifeste, je demande des sous parce que c'est quand même une maison roulante avec tout dedans. Et du coup je suis allée le chercher à Bordeaux et là ça nous a carrément amélioré la vie, en tout cas la mienne, à l'hôpital. Et j'ai vécu dedans pendant un an dans mon jardin. Et il s'appelle Eve sur la plaque d'immatriculation. Donc on a tellement galéré, j'ai tellement galéré à l'hôpital en disant bonjour, je suis la mère d'eux, est-ce que vous connaissez la mère d'Eléo, enfin d'un cérébrolésé, est-ce que vous connaissez un musicothérapeute, machin, non, non. Que du coup, Eléo m'a dit maman, c'est pas possible de y avoir d'autres personnes comme moi, faut qu'on monte une association. Donc j'ai dit ok, mais moi je veux que dedans il y ait le nom de ma fille. Et il m'a dit bah moi je fais trop de cauchemars et je veux récupérer mes rêves, donc on va l'appeler Rêve. Voilà. Rêve est né pour soutenir en fait les encéphaliens de France et financer des activités, des séjours à la neige, des séjours, là on essaye d'en envoyer 5 à la neige en mois de mars. Donc on fait des petites actions, des marchés, on fabrique 3 fois trop de confitures et de gâteaux. Puis là, je suis actuellement en train de chercher des locaux, donc avis au maire de la région, parce que ces jeunes-là, ils s'ennuient à la maison, que les éducateurs, au bout d'un moment, ils tournent un peu en rond sur les activités. Donc on aimerait récupérer un centre de loisirs, au moins lundi, mardi, jeudi, vendredi, si possible le week-end. Comme ça, on ferait des activités avec eux et ça serait un point de départ et on pourrait leur mettre, je sais pas, un ordinateur, une tablette, des choses de leur âge, quoi. Un baby-foot, voilà. Et ils pourraient se cuisiner, ils pourraient manger ensemble, faire des pique-niques. Et après, notre rêve, c'est d'ouvrir un internat privé pour 5 encéphaliens. Et là, il me faudrait un médecin traitant, une orthophoniste, une infirmière, 2 veilleurs de nuit, 4 éducateurs. Voilà, une structure en Pic-Saint-Loup où ces jeunes-là pourraient carrément vivre avec un parcours professionnalisant, donc des stages, etc. Là, j'ai pas mal de partenaires, justement, qui pourraient les aider. Donc voilà, levée de fonds de 3 millions d'euros à peu près. Donc pas mal de petites choses en cours, maman qui réseaute beaucoup. Alors le site internet est tout frais, il va falloir que je le retouche un petit peu, mais sur la première page en haut, il va y avoir un lien pour faire des dons directement à l'association. Sinon tous nos événements sont sur Hello Asso. Vibrer parce qu'on fait tous plein de choses, mais qui ne sont pas forcément quelque chose qui nous font vibrer au niveau de l'âme. Donc voilà, moi j'adore danser, j'adore chanter, j'adore aider les autres. Voilà, et mettre les autres en relation, organiser des événements, ça c'est vraiment, voilà, porteuse de projet, c'est vraiment des choses, la cuisine, qui me font vibrer. Respect, c'est ma valeur première. Je n'ai jamais su travailler avec des gens qui me manquaient de respect ou qui manquaient de respect aux autres. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Là, on est une équipe, il n'y en a pas un qui manque de respect à l'autre, sinon c'est même pas voler verbal, c'est fini. Je suis très vite déçue si quelqu'un, voilà. Et je ne peux pas travailler, personne ne peut travailler pour moi non plus, si manque de respect. Mes enfants, pareil. Et après, l'eau parce que je peux pas vivre sans eau en fait. Enfin, personne peut vivre sans eau. Et moi, c'est vraiment mon élément premier. Là, il y a un lac juste à côté. Je vais souvent m'y baigner, méditer, lire. Je peux pas vivre sans eau. J'ai besoin d'eau, de nature, d'eau naturelle. La mer, la rivière, les cascades, les lacs. Que j'étais forte, ça je le savais, hein, parce que j'ai quand même eu plein de vies avant cette vie-là.
J'ai appris que je pourrais rebondir quoi qu'il arrive. Merci papa et maman, mais que peu importe, en fait, j'étais vraiment là pour, aider les autres, c'est vraiment, et transmettre, c'est vraiment mon chemin de vie, voilà, et qu'il va m'arriver encore pas mal de choses parce que là, je n'ai que 42 ans, donc j'ai fait que la moitié. Mais voilà, je suis vraiment là pour transmettre et malheureusement vivre les choses et pousser la porte pour les autres, en fait, pour que ce soit plus facile pour eux. Reprendre coach au 1er février, donc tout ce qui est dans le spirituel, les soins, guérison, etc. Refaire des retraites spirituelles, des cercles de femmes, d'hommes. Partir en voyage, je suis crevée. J'ai vraiment besoin d'une semaine sans téléphone, sans connexion, sans personne. Se vivre avec des éducateurs à la maison tout le temps, 2 gamins, un chien, 2 chats. Toujours un truc à faire. Donc ouais, un voyage au soleil, ça me ferait plaisir. Que pour moi, toute seule, sans personne. Un petit chéri, pourquoi pas. Si mon histoire peut en inspirer d'autres, parce que des mamans et des papas d'enfants malades, hein, pas qu'handicapés, malades, ou des aidants familiaux, il y en a plein en France. Et le monde du handicap est vraiment, vraiment pas facile. Et on est loin d'être aidé. Il vaut mieux s'aider soi-même, en fait. Et ce sont souvent les parents qui s'entraident, qui font des cafés, ou alors qui montent carrément des associations, des boîtes, des internats, etc. Puisque le public est en train de mourir, malheureusement en France, il n'y a pas assez de finances. Donc voilà, si ça on peut en aider d'autres, enfin d'autres parents dans ces liens en disant que, comme il dirait Léo, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas y arriver, et que du moment où on est motivé, on peut arriver à tout faire et tout apprendre. Moi je dis, ça prendra plus de temps et ça sera fait différemment. C'est particulier en même temps, c'est tellement, il apporte tellement de bonheur ce gamin. Il est vraiment là pour aider les autres lui aussi, hein. Voilà. C'est chouette parce que tu vois, ça me permet de tourner une page en fait, de raconter cette histoire, de raconter mon histoire, notre histoire. Voilà, je voulais écrire un bouquin, mais ça va me prendre des années, je pense. Et j'avais besoin de tourner une page pour, maintenant qu'il va mieux, demander de la douceur et plein de belles choses. Donc merci à toi. Merci. Alors, mon plus gros projet de vie, ça serait de faire un film de ma vie, en fait, qui raconte mon histoire. Mon histoire de comment j'ai réussi à combattre ma maladie, à la battre, et comment je me suis découvert, moi, transgenre. Comment j'ai appris à m'aimer, comment j'ai trouvé l'amour de ma vie, comment j'ai battu la maladie, enfin, comment j'ai réussi à arriver à la vie de rêve que je voulais, et qui aide les gens à réussir eux-mêmes. Ils ont juste à regarder ce film et ils comprennent des choses que j'ai mis 16 ans à comprendre. Enfin 15 ans et demi. 15 ans et demi pour comprendre la vie quand même c'est long. Et que l'association Rêve pour tous les handicapés marche. C'est une association qui est là pour tous les handicapés de France. Pour les aider à apprendre ce que j'ai appris et ce que je veux vous apprendre dans mon film. On a monté une association qui voudrait ouvrir un collège internat pour but d'apprendre ça aux gens qui profitent de la vie et qui comprennent que dans la vie, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas y arriver. Et on a tous un handicap un jour. T'es en manque de confiance en toi, tu t'aimes pas, ben c'est le handicap de l'amour, le handicap de la confiance. Donc faut arrêter de traiter quelqu'un d'handicapé comme si c'était... on est tous handicapés un jour. Donc c'est devrait devenir une normalité. Et on devrait arrêter de dire que c'est un défaut. C'est les défauts qui créent les qualités. Et si le handicap n'avait pas existé, un jour, il y aurait d'autres trucs qui seraient arrivés pire que ça, et on n'aurait pas été préparé. Sauf que là, le handicap, ça va nous aider si un jour il arrive à quelque chose. On sera un peu habitué. Donc, le mal apporte toujours le bien.
je suis entourée par l'importance, l'amour envers soi, la confiance en soi. C'est ça le vrai entourage. Elle vient de soi. C'est à toi de la créer, de la faire naître, de la faire grandir. Le seul vraiment ami qui sera là toute ta vie avec toi si tu le veux, c'est l'amour de soi et la confiance en soi. Donc, croyez en vous, aimez-vous. Ça doit venir de vous. C'est à vous de la créer et de la faire durer pour l'éternité, pour toujours et à jamais. Merci beaucoup Béné, au revoir et bonne route. Combien de temps me laisses-tu pour te faire toutes les faces? 2 minutes. Ok. Peux-tu me faire 3, 2, 1, go? 3, 2, 1, go! Dans la vie, j'ai un conseil à vous donner. Trouvez une passion. Parce que cette passion, elle fait tout grandir. Moi, par exemple, ma passion, j'ai découvert le Rubik's Cube. On m'a mis le Rubik's Cube et c'est devenu une passion. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de difficile à faire, le Rubik's Cube. C'est un algorithme à retenir et tout. Et avec ma maladie de mémoire, qui oubliais tout avant, dans l'instantané, apprendre le Rubik's Cube, ça a été très dur. Mais avec au fur et à mesure du temps, j'ai inventé ma propre technique que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et j'ai réussi, j'y arrive maintenant. Je suis passée de 10 à 20 minutes à le faire à 1 à 2 minutes pour le faire. Donc c'est la preuve que dans la vie, c'est pas parce que tu n'y arrives pas une fois que tu peux pas y arriver. Les efforts, ça met du temps, mais tu y arrives. Donc, les efforts, c'est ça qui vont te faire y arriver. Donc crois en toi et essaye. Et c'est pas parce que tu loupes la première fois que tu vas louper pour toujours. 4, 3, 2, 1 et 0. Bravo. Bravo. C'est la frappe, mais c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas y arriver. Profitez de votre vie de chaque instant. Vivez le moment présent et régalez-vous.